Aujourd'hui, on débunk l'expérience de Rosenhan. L'expérience de Rosenhan, on en entend beaucoup parler et vous n'avez pas idée à quel point cette expérience, c'est de la mais d'une force, c'est une catastrophe à quel point elle est pourrie cette expérience. On va regarder méticuleusement point par point pourquoi. Aziz Light! On en entend parler dans les réseaux sociaux et pourtant c'est l'une des expériences les plus pourries de toute l'histoire des expériences pourries. Avant toute chose, regardons plutôt son protocole. 8 personnes, composées notamment de Rosenhan lui-même, de psychologues, de psychiatres, d'un pédiatre, d'un étudiant en psycho et d'une femme ainsi que d'un retraité, se sont fait passer pour des patients atteints de schizophrénie. Ils sont allés dans 12 hôpitaux psychiatriques différents. Ils étaient, eux, au nombre de 8 participants. Ces 8 participants ont demandé dans 12 hôpitaux différents, d'horizons différents, dans des États des États-Unis différents, à être internés en prétextant avoir des hallucinations auditives, c'est-à-dire d'entendre des voix et des mots spécifiques comme le mot bruit, comme le mot creux et comme le mot vide. Je serais vachement curieux de voir en commentaire qui est-ce qui serait capable de faire une telle expérience et de se rendre dans un hôpital psychiatrique pour se faire interner sous les faux prétextes. Une fois hospitalisés, ils ont scrupuleusement écrit dans un cahier les observations qu'ils faisaient des aides-soignants et du monde hospitalisé. Ils ont arrêté de feindre les symptômes et ont demandé à sortir. Certains ont mis entre 1 semaine à 52 jours avant de pouvoir sortir, alors qu'ils n'étaient absolument pas schizophrènes, selon ce que dit Rosenhan. Numéro 1, l'expérimentateur ne peut pas faire partie du groupe. Numéro 2, il n'y a pas de groupe contrôle. Numéro 3, il n'y a pas d'aveugle ou de double aveugle. Tous les participants étaient conscients de ce que l'on cherchait à tester. Donc un maximum de biais d'observation. Ce que cette pseudo-expérience prétendait démontrer, c'était la subjectivité liée à un faux diagnostic et montrer comme il était facile de biaiser le diagnostic d'un professionnel de la santé mentale en psychiatrie. Les pseudo-patients étaient médicamentés. Ils ne prenaient pas les médicaments, mais ils avaient prétendu ne plus avoir de symptômes pour pouvoir sortir. Donc, je m'explique. Le psychiatre qui reçoit le pseudo-patient a quelqu'un qui demande à se faire internaliser en hôpital psychiatrique, en disant avoir des hallucinations auditives. On n'est pas dans une petite bouffée délirante, on est déjà dans un cas, et en n'ayant aucun autre symptôme, ni avant l'entrée. C'est-à-dire que le psychiatre à ce moment-là ne peut pas savoir s'il s'agit d'une entrée dans la schizophrénie, d'une bouffée délirante temporaire ou d'une période de stress. Donc il faut une période d'observation minimum avant de pouvoir poser un diagnostic que le patient n'est pas dangereux pour lui-même ou pour les autres. Donc le maintien en une période d'observation semble conseillé. Il se voit prescrit des médicaments qu'ils ne prennent pas, mais ça, les aides-soignants et les soignants ne le savent pas. Mais ils constatent que le patient lui-même dit qu'il n'a plus de symptômes. Donc c'est pas une observation subjective. Ils ont au niveau médical et moléculaire une résultante de la suppression de symptômes, notamment avec un antipsychotique. Ce qui confirme non pas un a priori subjectif d'un délire de quelqu'un incompétent dans le domaine de la santé mentale, mais la constatation d'une posologie qui fonctionne. Ensuite, on note quand même des comportements assez impressionnants et anormaux. Ils semblent tous écrire frénétiquement dans un cahier. Eh ben oui. Ils étaient également en hypervigilance, parce que beaucoup avaient peur de se faire repérer. Et 2 d'entre eux se sont d'ailleurs fait repérer par d'autres patients, pas par les aides-soignants, en disant « tu n'as pas l'air fou, toi ». On dirait plutôt un journaliste ou un professeur, tu es tout le temps en train d'écrire dans ton cahier. Ce ne sont pas des comportements normaux. L'un d'entre eux a été interpellé par une infirmière parce qu'il faisait les 100 pas dans le couloir. L'infirmière lui a demandé s'il était nerveux. Il a répondu « non, je m'ennuie ». Quand je m'ennuie, je fais pas les 100 pas dans un couloir nerveusement. Mais attendez, c'est pas tout. Parce que vous et moi, si vous me demandez « ah Frédéric, il faut que tu ailles dans un hôpital psychiatrique pour te faire passer pour un pseudo-patient pour savoir si tu arrives à en sortir », et moi je vais pas mentir, bluffer et faire perdre du temps à des professionnels de la santé mentale. C'est pas tout le monde qui vont dire oui. C'est quand même un protocole extrêmement malsain. C'est pas tout le monde qui va dire oui. Le nombre de participants au nombre de 8 ne permet d'affirmer rien du tout. Et encore une fois, il n'y a pas de groupe contrôle. Pire que tout, je vous signale qu'on est aux États-Unis dans les années 70. Vous ne rentrez pas avec votre carte vitale et c'est pas pris en charge par le gouvernement. Qu'est-ce qui a payé les internements alors? Ce sont des assurances. Et est-ce que vous pensez que ces gens-là bénéficiaient avant l'expérience d'une assurance santé qui couvrait l'hospitalisation en cas de schizophrénie? Il s'agit d'une fausse déclaration et d'une prise en charge par l'assurance sur de fausses déclarations. Il s'agit, en bonne et due forme, d'une escroquerie à l'assurance. Il est absolument impossible que ce protocole expérimental ait été recevable dans aucune université du monde. Mais attendez, c'est pas tout!
il y a bien une deuxième phase. Parce que la psychiatrie, le monde de la psychiatrie a crié au scandale, notamment parce que son protocole, c'est de la merde en branche, mais en plus parce que ses conclusions, c'était n'importe quoi. Il avait aucunement les moyens de tirer les conclusions qu'il en a conclues. Et donc en réponse à ça, ils ont mis au défi Rosenhan de lui envoyer des faux patients en disant « Nous serons capables de faire la part des choses ». Et pendant 3 mois, un certain nombre d'hôpitaux ont cru recevoir un certain nombre de patients vrais ou faux, ils en ont fait le tri, mais Rosenhan n'a envoyé soi-disant personne. Et il est dit et publié que plus de 40 patients ont été identifiés comme faux patients. Ah bon? Eh bien figurez-vous que Robert Spitzer, qui était un grand nom de la psychiatrie dans les années 70 et qui a contribué grandement à l'évolution de la prise en charge des troubles mentaux et notamment de la schizophrénie, a demandé les datas. Et tout d'un coup, Rosenhan, non, je ne donne pas mes datas, pas de 0 data a été donné. Le nombre de 40, c'était qui? Ils viennent d'où? On n'en a aucune idée. Donc on est avec un pseudo-chercheur qui se prend lui-même comme participant pour observer et valider ou invalider sa propre théorie, qui va mettre en place de manière illégale, avec des sujets qui exhibent des comportements tout à fait anormaux, de nervosité dans leur comportement, qui écrivent frénétiquement dans des cahiers, qui ont peur de se faire prendre parce qu'ils sont des criminels et que si jamais ça se sait, ils risquent gros. Ils sont sous pression, ils n'arrivent plus à sortir, ils peuvent rester enfermés. Et vous savez très bien qu'il faut environ 3 semaines avant d'être sûr qu'une molécule agissant sur la santé mentale soit stabilisée et ait un résultat probant. Donc il n'aurait pas été étonnant qu'il soit gardé 3 semaines en observation. Le gâteau, je vous rappelle une fois encore qu'on n'est pas en France ni en Europe, on est aux États-Unis. Et aux États-Unis, la santé, c'est un commerce. C'est légal de faire de la pub, la promotion, etc. Et ce que l'on doit vendre, c'est un maximum de choses. Les prises en charge par les assurances coûtent le triple du prix. Ça, il faut se renseigner, il faut le savoir. Donc c'est absolument pas anormal que vous trouviez une surcharge ou une surabondance de prise en charge pour essayer de vendre un maximum de lits. Donc ce n'est absolument pas anormal que vous soyez dans une surcharge médicale et que l'on cherche à retenir les patients pour être sûr qu'ils ne sont pas en danger ni avec eux-mêmes ni avec les autres. Je vous signale que là, les procès ils sont quand même ultra rapides aux États-Unis. Un psychiatre aujourd'hui, vous allez le voir, vous dites j'entends des voix, il vous médicamente, ah ben non ça va mieux, je veux rentrer chez moi. Qui est-ce qui signe la décharge? Vous avez un passage à l'acte à côté ou pas? Qui est-ce qui est responsable? Bref, une expérience qu'il faut lire quand même dans les détails. C'est quoi ce protocole? Qu'est-ce qui a été mis? Qu'est-ce qui a été mis en place? Est-ce qu'on peut tirer les conclusions avec ce qu'il a fait? Pas du tout. C'est ni fait ni à faire. En fait, c'est de la merde. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que ces conclusions elles sont viables et si vous avez confiance dans ce type d'expérience. Non, Rosenhan ne peut pas tirer les conclusions qu'il tire à partir de son protocole. Non, ceci n'est pas un protocole expérimental et on ne peut absolument rien en faire. Son article n'est pas un article publiable, il n'est absolument pas scientifique et en plus il refuse de donner ses datas. Bref, il n'y a rien qui va. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve en live tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi, de 20h à 22h pour essayer de répondre au plus grand nombre de vos questions. Si je le peux, à bientôt. Toi, de toute façon, tu t'en fous, Roger, t'es schizophrène, toi. Tu fais pas semblant, hein? Mais tu veux pas être interné, toi. C'est un peu ton problème. Tu es libre, Roger. Sois libre.